Bonjour, aujourd'hui je vais présenter la première partie du système nerveux qui s'intéresse à l'organisation du système nerveux et la physiologie neuronale et qui est traitée selon trois axes: l'organisation et fonction du système nerveux, la physiologie neuronale et la jeunesse et propagation de messages nerveux. Le système nerveux commande l'ensemble des activités et des fonctions du corps. Il assure la réception des informations de milieux extérieurs et intérieurs, l'analyse et l'interprétation et l'intégration de ces informations pour élaborer et transmettre des influx nerveux vers des organes effecteurs. Il est composé des centres nerveux et des voies nerveuses qui sont constitués par des cellules nerveuses qui sont liées les unes par rapport aux autres. Alors, il est nécessaire de connaître les organes du système nerveux et l'organisation du système nerveux, qui est constitué d'un système nerveux central et d'un système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Ce sont les centres nerveux. L'encéphale est composé de cerveau, cervelette et le tronc cérébral. Le système nerveux périphérique est constitué par l'ensemble des nerfs, qui sont des nerfs crâniens liés à l'encéphale et des nerfs rachidiens liés à la moelle épinière. Il existe 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. Le système nerveux périphérique aussi est divisé en système nerveux sympathique et système nerveux autonome. Le système nerveux sympathique ou somatique est composé par des nerfs efférents qui contrôlent et qui énervent les muscles squelettiques pour réaliser des mouvements volontaires et involontaires. Donc, il contrôle l'activité volontaire et involontaire des muscles squelettiques. Par contre, le système nerveux végétatif, composé par des nerfs aussi efférents, qui énerve les muscles lisses. Donc, il commande les fonctions involontaires des organes internes, à savoir le cœur, les poumons, les intestins. Il joue un rôle aussi essentiel dans le maintien de l'homéostasie du corps. Ces organes du système nerveux sont composés par des cellules nerveuses qui s'appellent le neurone. Le neurone, donc, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Il est composé de trois parties. Un corps cellulaire, la première partie, composé par un noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique reliées à des dendrites. Le corps cellulaire est lié à un axone qui contient une fibre nerveuse. Il se termine par une arborisation terminale qui va relier la cellule nerveuse par d'autres cellules nerveuses. Parfois, certaines cellules nerveuses contiennent une substance blanchâtre appelée gaine de Mylène qui est formée par des cellules de Schwann. Cette gaine de Mylène protège la cellule nerveuse et accélère la transmission de messages nerveux. D'autres cellules ne contiennent pas cette gaine de Mylène. Alors, les neurones sont plusieurs types. Il existe des neurones unipolaires composés par un seul accent, des neurones bipolaires composés par deux accents, des neurones pseudo-unipolaires, un accent se divise en deux, un seul accent qui va se diviser après en deux, et un neuron multipolaire composé par plusieurs ramifications, plusieurs accents. Alors, le premier organe de système nerveux, le premier centre nerveux, c'est l'encéphale. L'encéphale est situé dans la cavité crânienne, séparé de cette dernière par les méninges qui protègent l'encéphale. Il comprend trois parties. Le cerveau, qui commande la sensibilité consciente, la motricité volontaire, etc. Le cervelet, qui contrôle quelques mouvements involontaires de quelques organes internes. Et le tronc cérébral. Le cerveau ou l'encéphale est divisé en deux hémisphères cérébraux. Et chaque hémisphère contient des lobes. Par exemple, on a quatre lobes. Le lobe frontal qui commande la motricité volontaire. Le lobe pariétal qui contient l'aire de la sensibilité générale, c'est-à-dire l'aire de toucher. Le lobe temporal qui contient l'aire auditive, qui commande l'audition. Le lobe occipital qui commande la vision. Donc, chaque lobe contient des aires qui commandent une fonction.
L'observation microscopique d'une coupe transversale de cerveau montre qu'il est constitué de deux matières, deux substances. Une matière blanche interne et des substances grises externes qui s'appellent le cortex cérébral. Bien sûr, les aires sensitives et motrices sont localisées dans la substance grise, de cerveau. Le deuxième centre nerveux, c'est la moelle épinière. C'est un cordon blanc situé dans le câlin rachidien de la colonne vertébrale. La moelle épinière est formée aussi de substances blanches, mais cette fois la substance blanche est externe et la matière grise est interne. La moelle épinière est liée à des nerfs rachidiens. Ces nerfs rachidiens se divisent en racines postérieures et racines antérieures. La racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives qui transportent l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière, vers le centre nerveux. Donc, elle transporte l'influx nerveux afférent. Et une racine antérieure qui contient une fibre motrice qui transporte l'influx nerveux de la moelle épinière vers l'organe effecteur, c'est-à-dire vers le muscle. Elle transporte l'influx nerveux efférent. Donc, les fibres sensitives de la racine postérieure et les fibres motrices de la racine antérieure se regroupent dans le nerf rachidien. Le nerf rachidien est un nerf mixte qui contient des fibres sensitives et des fibres nerveuses motrices. Donc, la matière grise ou la substance grise, que ce soit de la moelle épinière ou de cerveau, est composée par les corps cellulaires de neurones. Contre la matière ou la substance blanche est composée par des fibres nerveuses. Troisième organe du système nerveux qui appartient au système nerveux périphérique sont les nerfs. Donc, l'observation microscopique d'une coupe transversale au niveau du nerf montre que chaque nerf est composé par des fibres nerveuses regroupées en faisceaux avec des capillaires sanguins. Il existe plusieurs types de fibres nerveuses. On a des fibres nerveuses sensitives qui transportent l'influx nerveux sensitif et qui contiennent des fibres sensitives, des nerfs moteurs qui contiennent des fibres nerveuses motrices et des nerfs mixtes, des nerfs rachidiens qui contiennent des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Donc, le nerf possède des propriétés, des caractéristiques. Par exemple, l'excitation, la stimulation de neurones, la stimulation de nerfs, la stimulation des fibres nerveuses provoque la naissance d'un influx nerveux. On dit que le nerf se caractérise par l'excitabilité, capable de répondre à une stimulation efficace. Le nerf conduit l'influx nerveux. Donc on dit que le nerf est caractérisé par la conductibilité. Le nerf et le neuron se communiquent avec d'autres neurones, avec d'autres nerfs. Donc on dit que le nerf ou les neurones se caractérisent par la communicabilité. Alors, la réalisation des activités nerveuses nécessite la production d'un influx nerveux qui exige la naissance d'un potentiel d'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un potentiel d'action? Un potentiel d'action, c'est une dépolarisation importante et transitoire de la membrane plasmique. De la membrane plasmique de neurones, de la membrane plasmique de nerfs, qui se propage le long de la membrane ou d'une cellule musculaire. Donc, la production d'un potentiel d'action nécessite une excitation, une stimulation des fibres nerveuses. Donc, ce potentiel d'action repose sur trois modifications de la perméabilité de la membrane. Au repos, aucun canal spécifique n'est ouvert. Aucun canal de la membrane de nerf n'est ouvert. Seuls les canaux à fuite et la TPase qui sont voltage dépendants fonctionnent. C'est-à-dire, au repos, les neurones et les fibres et les nerfs sont polarisés négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. Le potentiel de membrane de nerf au repos, c'est moins 70 mV. Mais après la stimulation, après l'excitation, le potentiel de membrane augmente. Car cette excitation provoque l'ouverture des canaux de sodium, ce qui provoque l'entrée massive des ions Na+. Donc l'entrée massive des ions Na+, provoque un changement, inverse la polarité de la membrane.
Donc, la membrane plasmique du nerf devient positive localement à l'intérieur et négative à l'extérieur, ce qui va provoquer la naissance de potentiel d'action. Donc, le potentiel d'action se propage de proche en proche le long de la membrane plasmique de fibres nerveuses. Donc, le potentiel d'action il se déplace de proche en proche et dans un seul sens. Donc, après la dépolarisation et à la fin de la stimulation, les canaux Na+ vont se fermer et les canaux K+ vont s'ouvrir, ce qui va provoquer la sortie de K+ progressive, la sortie de K+ par diffusion simple. Donc, il y a sortie d'équation. Donc, la repolarisation revient à la membrane. Même si on revient à l'état de repos, la sortie de K+ se poursuit jusqu'à l'hyperpolarisation. Bien sûr, dans ce cas, on a l'intervention de la pompe Na ATPase qui va intervenir pour rejeter K+ à l'extérieur et faire entrer Na+ à l'intérieur pour revenir à l'état de repos, pour revenir la membrane plasmique à l'état de repos, c'est-à-dire pour revenir à la potentiel de membrane qui est moins 70 mV. La propagation de l'influx nerveux se fait soit de proche en proche de façon lente, dans certains cas, dans le cas où le neurone n'est pas entouré par le gain de myéline, ou se fait par saltation, c'est-à-dire va se faire de façon rapide par saltation lorsque les neurones sont entourés par les gains de myéline. Alors après, on va découvrir comment se fait la propagation et le trajet de l'influx nerveux dans le cas de la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire.